L'argent, les femmes et les associations. Triptyque tabou qui représente pourtant le nerf de la guerre pour faire avancer les droits des femmes. À Citoyenneté Possible, on a décidé de créer du dialogue autour des questions de l'argent. Quel rapport les femmes ont à l'argent et surtout, ce qui nous intéresse, nous, quelle dynamique se joue entre l'argent et les associations de femmes pour les femmes. Cette réflexion, elle a été amorcée par notre partenariat avec le Fonds pour les femmes en Méditerranée, fonds qui travaille à l'émancipation des femmes sur le pourtour méditerranéen. Ce sont elles qui ont inspiré cet atelier. Souad Belhaddad, qui est la fondatrice de Citoyenneté Possible et formatrice en communication et en intelligence collective, est la conceptrice de ce module. Elle nous en donne un petit aperçu. L'argent étant le nerf de la guerre, qu'est-ce qui fait que les femmes, alors là on va vraiment aussi beaucoup parler dans le cadre associatif, en fait, que les femmes soient si engagées dans le mouvement associatif, c'est toujours une majorité de femmes qu'on retrouve la plupart du temps, et en même temps, et beaucoup de mal à considérer que ce travail-là puisse être valorisé par de l'argent. Et comme on travaille, on a un réseau d'associations de femmes de quartier, très souvent on avait du mal, les associations, on n'avait pas d'argent, on avait surtout du mal à aller en chercher, certes on sait parce que c'est de plus en plus difficile et que de plus en plus de financeurs sont sollicités, mais que finalement ce rapport à l'argent, il révélait une problématique, d'une part certes commune à la question même de l'argent, hein, comme je viens de le dire, à la difficulté, à la question de la valorisation, plutôt de la non-valorisation de leur part, de leur propre travail, en tout cas dans le cadre associatif, mais aussi à une question plus individuelle. Et qu'en fait, on a donc conçu cet atelier pour susciter des pistes de réflexion pour que chacune, alors c'est un atelier qu'on a donc initié au sein de ce réseau, et c'est important aussi de vous dire que ce réseau, il a des associations, c'est vraiment très intergénérationnel. Et on a vraiment mesuré à quel point cette question-là, elle turlupine, qu'on ait 25 ans, 30 ans ou 60, quoi. Et donc, l'atelier, son premier objectif, c'était vraiment de susciter des pistes de réflexion pour que chacune puisse s'identifier, d'ailleurs sans nécessairement le partager au moment de notre atelier, où est-ce que ça se niche pour elle, cette éventuelle difficulté, depuis quand, et puis surtout comment ça peut bouger. Puisque, en deux mots, on sait que la question des femmes, c'est une question très politique, dans le sens où les femmes sont citoyennes, actrices, mais alors de plein pied de notre société, mais que en fait, la question des femmes, même quand ça passe par le privé, c'est encore du social. Je m'explique. On fait donc tout un accompagnement à Citoyenneté Possible sur le plafond de verre au féminin. On accompagne des groupes de jeunes femmes dans des groupes donc non mixtes sur évaluer nos plafonds de verre, nos émissions. Les trois quarts du temps, quand une femme ou une jeune femme doute d'elle-même, les trois quarts du temps, elle pense que c'est un trait de caractère. Et au cours du travail que nous faisons, elle mesure que à ce trait de caractère, en fait, c'est beaucoup ajouté ou même greffé, surtout, une construction sociétale qui fait que, comme depuis petite, alors on va prendre l'exemple le plus basique, jusqu'à l'âge de 5 ans, un petit garçon, une petite fille, ça joue de la même manière, ça se roule par terre, ça gambade, etc. Puis à partir de 5 ans, 6 ans, on commence à dire à une petite fille, attention, on va voir ta culotte, ou alors non, tu peux pas grimper aux arbres, non, pas le foot, et où commence à s'inscrire l'idée des limites. Et évidemment, quand on a intégré les questions des limites, on a intégré aussi la peur de les transgresser ou le doute qui va avec. Alors bien sûr, chers amis, tout ça est un petit peu plus complexe, hein. Là, on est en survol pour juste vous partager vraiment la vision. On s'est dit dans cet atelier qu'on allait un peu interroger comment on était conditionné par notre environnement familial, la société dans laquelle on vit, le milieu culturel aussi dans lequel nous évoluons. Et tous ces conditionnements-là ont généré chez nous des croyances, et j'insiste beaucoup sur le mot, qui impactent directement notre rapport à l'argent. Et c'est donc cet atelier explore ces croyances. En premier lieu, ce qu'on fait avec le groupe, c'est que on fait des tours de cercle. Alors, on interroge en fait chacune sur la première fois où on a reçu de l'argent.
Et c'est très important parce que l'argent, c'est très physique. Ça produit, nous, on s'en est rendu compte dans le milieu associatif quand on demandait, les 3/4 des gens, des petites associations qui allaient chercher de l'argent n'aimaient pas ça. Donc, c'est quand même compliqué d'aller chercher quelque chose si on considère qu'on n'aime pas. Et du coup, c'est aussi d'aller un peu explorer. La première fois qu'on en a reçu, à quel âge, quelle impression ça a fait, quel ressenti c'était, est-ce que c'était déroutant, est-ce qu'on réalisait, est-ce que c'est du plaisir, du déplaisir, voilà. D'autres questions qui se posent aussi, c'est est-ce qu'à la maison, on parlait d'argent, qui en gagnait et qui le gérait? Et c'est très intéressant de voir que la personne qui le gagne, en tout cas la personne qui le gère n'est pas nécessairement celle ou celui qui le gagne. Et une autre chose aussi qui est très intéressante sur cette mini-exploration un petit peu plus intimiste, c'est la question du dicton. C'est de vous rappeler le dicton qui a un peu bercé votre éducation. Alors, ça ne veut pas dire que ça se disait nécessairement sous forme de dicton, puisque les participantes de nos ateliers, au début, disent toujours oh, « je ne sais pas, non, je ne crois pas qu'il y en avait ». Puis finalement, au bout d'un moment, vous vous rendez compte que quelle était l'association faite tout le temps à l'argent? Alors, il y avait une qui disait l'argent ne tombe pas du ciel. Il faut travailler pour ça, il faut travailler dur. Et il y en a une qui avait beaucoup insisté là-dessus. Il faut travailler dur. C'est sûr que si, depuis toujours, j'entends que pour gagner de l'argent, il faut travailler dur et que finalement, je vais arriver à un poste où je vais avoir envie de faire un certain boulot qui fait que je vais être vraiment bien payée pour quelque chose de très, très plaisant, ben, ça va être pas évident, peut-être, de contrer cette croyance. Imaginons que je viens d'un milieu vraiment très, très modeste. Okay, j'ai vu mon père trimer, gagner de l'argent, mais vraiment, même physiquement, en étant fatigué. Il se trouve que moi, j'ai un boulot où je suis payée 5 000 € et c'est plaisant et c'est de l'extérieur relativement facile. Il y a quelque chose qui va quand même entrer en jeu chez certains sur une histoire de conflit de loyauté, sur une histoire de l'argent que je gagne, est-ce qu'il est juste de cette manière-là? Et surtout quand vous vous dites que en 2 mois, je gagne peut-être 6 mois de salaire de mon père. Voilà. Donc ça, c'est sur la question des croyances. Et ça, c'est très, très intéressant, puisque nous, ce qui nous intéresse, c'est pas faire de la psychologie, hein, évidemment, mais c'est de voir comment la difficulté qu'on a comme femme avec l'argent dans notre vie professionnelle et dans notre vie associative, c'est pas juste comme ça, la nature, parce que les femmes ne sauraient pas gérer ça. Et ce qui est intéressant, chers amis, c'est qu'en fait, il n'y a pas beaucoup d'études sur l'argent et les femmes, et que les quelques études qui existent, eh bien, devinez un peu qui les affecte. Ce sont des banques, pour savoir comment les femmes, justement, géraient l'argent, etc. Et alors, c'est intéressant, hein, il y a par exemple une étude, c'était en Grande-Bretagne, et qui a évalué, donc, parce qu'évidemment, la banque se dit, mieux je connais la pratique et puis mieux je sais adapter mes propositions et mes services. Cette banque et son étude se rend compte, en fait, que les Anglais reçoivent 33% d'argent de poche de plus que les petites Anglaises en récompense d'une participation aux tâches domestiques de même niveau. Autrement dit, tu m'aides à ranger la cuisine, et bien lui, le petit garçon, va gagner plus que la petite fille. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'une petite fille intègre plus facilement l'idée de ne pas être primée par l'argent et de ne pas être primée par l'argent pour des tâches parce qu'elles lui sont naturellement dévolues, comme les tâches domestiques, et d'intérioriser, et c'est là que ça nous intéresse pour nous, milieu associatif, que participer à la vie du collectif, ça relève plus souvent du bénévolat et que bien agir, ça procède du devoir. Alors que les garçons sont davantage socialisés dans l'idée que tout travail mérite récompense et les bonnes actions ont une valeur. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que eux, quand ils se comportent pas bien, toujours selon cette étude, on les prive d'argent de poche. Et alors eux, ils comprennent que ça fait mal. Des chercheuses, justement, ont souligné comment les garçons, eux, associaient très tôt qu'obtenir plus ou moins de l'argent dépendait d'eux, et les filles sont davantage dans l'acceptation que autrui
décideraient de l'argent qui leur revient. Mais c'est ça qui nous permet après de visiter la question des dictons et de se dire, tiens, mais qu'est-ce qui se racontait ? Ce qui est intéressant, chers amis, aussi, c'est la confrontation entre les dictons ou les croyances avec lesquelles on a pu être élevé, et puis en même temps les dictons philosophiques qui, quand même, à 80% du temps, sont des dictons sur les femmes dépensières. C'est-à-dire la grande croyance, c'est que eux gagneraient de l'argent, nous serions dépensières. Alors que ce qui est étonnant, c'est que selon les études, si on a par exemple à majorité 58% d'hommes qui pensent que les femmes sont dépensières, eh bien on a ce même chiffre qui en fait les trouve prévoyantes. 90% de femmes connaissent le montant exact de leurs impôts, 75% ont une épargne personnelle et 60% gèrent les comptes avec leur conjoint, mais elles sont 34% à s'occuper des finances domestiques seules. C'est-à-dire qu'il y a des choses où on travaille conjointement, où on dépense et on gère conjointement, et ce qui concerne le domestique, très souvent, revient aux femmes. Si je décide donc aujourd'hui de monter une association, je suis quand même pétrie aussi de tout ça. Alors, je peux aussi avoir des croyances très, très productives. Je peux aussi avoir une croyance qui est que l'argent, c'est formidable, que justement, non, c'est très facile d'aller en chercher ou d'en gagner, etc. Quoi. Là, on n'est pas du tout dans un jugement de valeur dans le cadre de cet atelier. On est juste sur qu'est-ce qui fait qu'on a un tabou. Alors, pourquoi je vous parle de tabou et de malaise ? C'est que lorsque le Fonds pour les femmes en Méditerranée s'est fondé il y a maintenant une douzaine d'années, il était parti dans ce constat qui était que les femmes sont très investies dans la vie associative et citoyenne, mais que c'est vraiment au détriment aussi quand même d'une vie privée. Les copines du Fonds pour les femmes en Méditerranée avaient fait une campagne énorme sur le code de la famille qui donc minorait les femmes, etc. Elles ont gagné, cette campagne a été vraiment à une visibilité, mais elles avaient frisé le divorce, le burn-out, elles étaient fauchées parce que, évidemment, vous y passez tout votre temps. Et c'est là qu'elles se sont dit, eh bien, si l'argent est le nerf de la guerre, il faut vraiment qu'il y ait de l'argent qui revienne aux femmes. On s'est aussi rendu compte, et ça maintenant, au Fonds pour les femmes en Méditerranée, quand on reçoit des demandes de subventions, on le voit, dans les lignes de budget, elles ne mettent pas leur travail. C'est toujours ce qui vient à la fin ou qui ne vient pas. Je ne parle pas du bénévolat qui est un élément absolument essentiel à notre société, qui est un lien social, qui est quelque chose de très, très nécessaire et valorisant. Je vous parle d'une forme un peu d'abnégation, qui est que quelque part, on donne tout à la cause. Nous, quand on dit à des associations, vous envisagez pas de vous payer un peu, ah ben là, on a l'impression que c'est un peu comme si on mangeait sur la bête, quoi. On se nourrissait de la cause. Je pense par exemple à des collègues, des camarades qui travaillent sur les questions de viol ou sur les questions d'excision, et où il y a vraiment un très grand malaise à se dire, mais je ne vais pas gagner de l'argent sur un truc aussi violent, et donc je ne fais pas ça pour ça. Alors bien sûr qu'on ne fait pas ça pour ça. La question, c'est on fait ça parce qu'on considère que la question des femmes est importante, du droit et de l'égalité des femmes est importante, donc la question de la valorisation est importante, et donc la question de l'argent, qui est un élément de valorisation dans notre société, peut être importante aussi. C'est qu'à partir de là, dans tout cet atelier, on arrive à aujourd'hui et à soi, et pareil, on fait un tour de cercle, et puis on se demande à chacune si, dans le public, dans le privé, on a déjà demandé de soi-même à être augmenté. Et puis, si dans le milieu associatif aussi, ça nous est arrivé de le demander. Une étude montre que 66% de femmes ne demandent pas d'augmentation. Parce que le sujet difficile est abordé pour l'extrême majorité. Et puis, parce que 49% de femmes ne se sentent pas suffisamment armées pour débattre de leur rémunération. C'est-à-dire qu'elles n'associent pas leur succès et leur épanouissement professionnel essentiellement à leur salaire. Par ailleurs, quand on sait qu'on est quand même beaucoup à être touché du syndrome de la bonne élève, voire de l'imposture,
La question de la rémunération peut être aussi difficile. Après 15 ans de citoyenneté possible, je vous donne ce dernier exemple, lorsque nous avons eu besoin d'un consulting et que nous sommes allés demander à des financeurs qu'on connaissait ce financement, on avait quand même suffisamment exercé maintenant cette pensée, cette aisance, pour, je dirais presque, exiger que dans l'argent que nous donnait ce financeur pour ce consulting, une part de l'argent aille à une de nos salariés parce qu'elle allait passer du temps. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que votre partenaire, il peut entendre ça quand vous demandez quelque chose. Et dans tout rendez-vous d'ailleurs, il faut toujours demander combien pouvez-vous nous donner, de combien nous disposons, etc., etc. Nos petits déjeuners thématiques sont aussi l'occasion d'échanger et de partager nos expériences. Une de nos participantes, directrice en ressources humaines dans le milieu informatique, enrichit notre discussion sur le rapport des femmes à leur rémunération. Pour vous donner une idée, sur une centaine de salariés, on a une dizaine de consultantes techniques, donc c'est 10%. C'est pas de notre fait, c'est pas un choix, c'est la formation qui fait que dès la formation, on oriente un peu moins les filles vers des formations techniques, de développement informatique, etc. À l'entretien d'embauche, ce que l'on constate, c'est que un jeune diplômé de la même école, le garçon va nous demander un salaire annuel de 38 000 € brut. La jeune fille va nous demander 35 000 €. Pourquoi vous demandez 35 ? Donc la fille se dit, mince, c'est peut-être trop, je vais encore baisser. Elle me dit, 33, 35. Je dis, Donc je me dis, je vais tirer, je vais continuer jusqu'à la fin pour lui expliquer que non, elle a droit à un salaire à 38 000 €. Aujourd'hui, le marché de l'informatique, je suis bien consciente que ce n'est pas le marché de l'emploi, hein. Le marché de l'informatique embauche les jeunes diplômés à 38 et que je m'attendais à ce qu'elle me demande 38 et non pas 33, 35 et encore moins 28, etc. Et donc, ce que je constate, c'est que bien qu'elle me connaisse avec le temps, le jour où on parle d'entretien annuel et d'augmentation, quand je dis quelles sont tes attentes, 95% du temps, on me dit comme tu veux. Honnêtement, les hommes dans ce secteur, c'est un peu les footballeurs, c'est les Messi du football, quoi. C'est je veux 60% d'augmente, je veux 10K, voilà. Et ce que je racontais, c'est qu'effectivement, pourtant, dans notre entreprise, et moi, en tant que DRH, je m'y attache beaucoup à les traiter vraiment de manière égale, tant sur l'entrée, dès l'intégration en entreprise, et puis même dans le suivi, l'accompagnement et donc dans la revalorisation de salaire. Mais je me retrouve toujours confrontée à une personne qui n'ose pas. Donc je lui dis, OK, comme je veux, on dit une augmentation de 1 000 €. Ah bon, d'accord. Donc, vraiment, ce que j'attends d'elles, c'est non pas de les mettre mal à l'aise, bien au contraire, parce qu'elles me connaissent bien, c'est de leur montrer que si elles sont dans la même équipe que le garçon que je viens de recevoir, si elles font le même travail et que le travail est d'aussi bonne qualité, il n'y a aucune raison qu'elles attendent que ça soit à moi de définir leur revalorisation. Elles peuvent aussi exprimer un souhait. Ça ne veut pas dire qu'elles l'auront, mais exprimer un souhait, c'est déjà un premier pas. Exprimer un souhait, oser demander, amorcer un dialogue sur l'argent, c'est donc possible. Si vous êtes intéressé par notre travail, vous pouvez retrouver toutes les informations pratiques concernant nos prochaines formations et nos prochains événements sur notre site internet citoyennetépossible.com. Pour nous soutenir, vous pouvez aimer et partager ce shortcast. N'hésitez pas aussi à laisser un commentaire, on lit tout au retour, et abonnez-vous à notre chaîne. Enfin, et surtout, prenez soin de vous, exprimez vos souhaits et continuez d'oser le dialogue.